Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame mautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Nous nous intéressons encore ce matin au Tchad. Tchad, retour à l'ordre constitutionnel, Macron le grand hypocrite. C'est notre grande interrogation. Tchad, retour à l'ordre constitutionnel, Macron le grand hypocrite. C'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, la junte française condamne avec la plus grande fermeté les violences inadmissibles survenues hier au Tchad. Nous adressons nos condoléances, nos familles en deuil et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. La France demande que toute forme de violence cesse d'où qu'elle vienne. La France réitère l'importance d'une transition pacifique qui garantisse le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue d'aboutir à des élections libres et crédibles et permettre le retour à l'ordre constitutionnel, peut-on lire dans un communiqué. Eh bien, la France, à travers un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dit condamner avec la plus grande fermeté les violences inadmissibles survenues au Tchad. Nous adressons nos condoléances aux familles en deuil et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. La France demande que toute forme de violence cesse d'où qu'elle vienne, peut-on lire justement dans ce communiqué. Pourtant, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a installé Mahamat Déby au pouvoir. Qu'est-ce qui se cache donc derrière ce communiqué? Et pourquoi aujourd'hui la France nous dit condamner finalement Mahamat Déby et la répression sanglante contre les manifestants qui n'avaient justement pas d'armes entre leurs mains? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Tchad, retour à l'ordre constitutionnel, Macron le grand hypocrite. En tout cas, c'est notre interrogation du jour. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, c'est Patient Parfendome, qui est avec nous ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss, bonjour à nos nombreux internautes. Oui, j'oubliais, je suis toujours sous la pression. Donc, vous voyez, je transmets toujours. Ne dites pas que je ne dis pas. Je vous ai dit la fois dernière, regardez bien, en début d'émission, j'en avais parlé avec M. Steve Jocelyn-Goss. Une fois de plus, il est face à moi. Je lui mets face à ses responsabilités. Donc, parce qu'on vous attend dans les chaumières, monsieur. Eh bien, nous allons dire à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis pas mal de temps, déjà vous êtes très nombreux, vous êtes des millions, voire des milliards de par le monde. Bientôt nous serons de retour. Accordons-nous encore quelques semaines et d'ici, bien sûr, le début de l'année 2023, nous serons justement dans les chaumières. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est une promesse qui sera tenue. Princesse Priscilla, depuis le Waba, je crois que tu as suivi. Il faudra plus me harceler comme d'habitude. Merci beaucoup pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendome. C'est toujours un réel plaisir de vous revoir sur notre plateau. C'est votre plateau de télévision et nous sommes une alternative justement à ce combat panafricaniste que vous connaissez d'ailleurs très bien et vous êtes dans ce combat depuis de longues décennies. Justement, on parle de retour à l'ordre constitutionnel. Ce message vient de l'Hexagone et justement le pays de la junte française. Retour à l'ordre constitutionnel. Nous posons dans la question aujourd'hui, est-ce que Macron n'est pas aujourd'hui le grand hypocrite? Vous savez, M. Macron, lors de sa dernière visite, je crois qui a été commandée par les États-Unis en disant, mais va un peu dans ton précaré, pour secouer un peu, parce que les deux premiers votes concernant l'opération militaire spéciale russe en Ukraine avaient été largement en défaveur, n'est-ce pas, de l'Occident. Donc Macron a été missionné ici pour essayer de faire le tour dans ce qui comptait d'espace d'influence. C'était le Cameroun, après le Cameroun, c'était le Congo, avant de terminer, non, le Congo, avant de terminer par la Guinée-Bissau, je crois que là, non, le Bénin. Oui, le Bénin et la Guinée-Bissau. Alors, il était missionné parce qu'on lui disait, attention, on ne comprend pas bien les Africains. Et Mme Ursula von der Leyen, d'ailleurs, a été claire. Il a dit, il ne comprend pas depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes. Vous voyez ce niveau d'insulte? Oui. Et ce même Macron est quand même venu au palais de l'unité à Yaoundé, où il était reçu. Et il a osé dire, traiter les Africains d'hypocrites. En français, les mots ont un sens. En français, les mots ont un sens. Traiter les Africains d'hypocrites.
sans avoir le courage de dire à Mme Ursula von der Leyen, arrêtez de dire des bêtises, premièrement. Deuxièmement, cette même France qui pense se communiquer est d'une perfidie hors norme, d'une filouterie jamais égalée. Surtout quand ça concerne les Africains. C'est Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. Ces gens, ce sont de véritables escrocs, au sens propre du terme, sur le plan intellectuel. Venez pondre un communiqué aussi abject, aussi méprisable vis-à-vis de notre propre intelligence. Ça démontre le niveau d'hypocrisie que ces gens-là ont vis-à-vis de nous. En fait, ils considèrent que c'est des gens qui ne comprennent pas. Ce sont des sous-hommes. Nous pouvons leur tenir n'importe quel langage. Nous pouvons les renvoyer au visage n'importe quelle insulte, parce que c'est une insulte. N'importe quel type de crachat. Ils sont habitués à tout gober, et une fois de plus, ils vont gober. Mais là où j'ai l'impression que l'élite politique occidentale, les Françaises en particulier, oui, ne comprend pas en réalité, a été incapable de tirer les leçons de l'évolution du monde. C'est eux qui nous ont imposé, soi-disant, la mondialisation. Que maintenant, personne ne peut plus évoluer en vase clos. D'ailleurs, ils essaient d'imposer le point de vue par rapport à ce qu'ils appellent cette mondialisation-là à tous les peuples de la planète, à tous les pays de la planète. C'est ça qui crée des tensions. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'aller dans le même sens sur le plan culturel, politique, économique, d'autant plus que nous avons des réalités qui sont différentes. La richesse, c'est dans que Dieu nous a donné, c'est dans la diversité. Mais eux, ils veulent uniformiser le monde. La pensée unique, le même modèle économique, le même modèle politique, le même modèle culturel. Ah là là, je parle de même modèle culturel. Là où c'est plus grave pour les Africains. Ils nous imposent des contre-valeurs qui sont contre la nature. C'est ça la question des LGBT+, et tout ce que vous voulez. Et disent, et prétendent dire aujourd'hui que ces normes-là doivent faire partie de ce qu'ils appellent les nouveaux droits de l'homme. Et là, on s'entrechoque. Et on découvre qu'on a des partenaires qui hier, sur le plan économique, n'avaient pas les mêmes points de vue, mais c'est cette question-là se retrouve. C'est le cas, par exemple, de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Et un pays comme la Chine, et des pays, et d'autres pays africains. Nous le voyons, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Cameroun, etc. Même le Sénégal, qui joue au cha-cha-cha, n'est-ce pas, à la danse mafia, sur un coup, et je ne sais pas, peut-être que comme il négocie beaucoup avec les Turcs, il pense qu'il peut faire la Turquie de l'Afrique. Non, ça ne marche plus comme ça. Donc, M. Macron est un hypocrite XXL. C'est l'ADN de l'élite politique française, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Sinon, comment des gens qui ont tout leur sens, qui se disent quand même qu'en face d'eux, il y a des gens qui peuvent les regarder autrement, peuvent prendre un tel communiqué, sachant comment Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir. Qui l'a installé? En fait, qui l'a intronisé? C'est cette France-là. Donc, elle mesure bien les conséquences. Elle nous parle aujourd'hui des droits de l'homme, des situations apaisées pour aller dans... Quelle élection? Quelle élection? Quel droit de l'homme? Quand vous avez cette sauvagerie que nous avons vécue jeudi dernier au niveau de N'Djamena. Cette barbarie. Et c'est le visage qu'ils aiment bien. C'est ça, leur visage, qui donne du sens à la rhétorique qu'ils utilisent chez eux pour dire, ah, ces Africains-là, ils sont un peu plus proches des animaux que des êtres humains. Laissez-les, ils ne sont pas encore arrivés à un stage d'évolution qui les permette d'être sur le même pied d'égalité avec nous. Et c'est ce qui sert à leur opinion. Et nous avons un fils, Mahamat Idriss Déby Itno, qui est au centre, parce qu'il était dans le feu de l'action, de toutes ces contradictions, et qui est incapable de dire ce qui se passe. Et donne la possibilité justement à la France, hypocrite, cette jeune militaire française, moi je veux l'appeler comme ça, hypocrite, de continuer à servir à son opinion l'image que nous avons vue en N'Djamena. En fait, cette opération visait plusieurs objectifs. Un, brimer l'opinion tchadienne et l'opinion africaine, qui de plus en plus remet en question la présence française sur son sol. Nous brimer. Ça a toujours été comme ça. Hein? Ça a toujours été comme ça. Deuxième objectif. Arrêter de faire de Mahamat Idriss Déby Itno leur otage. Parce qu'avec ce sang versé, l'hypocrite Macron
tient désormais Mahamat Idriss Déby Itno et tous ceux qui l'entourent. La CPI est là, hein? On peut l'actionner à tout moment. Si Mahamat Idriss Déby Itno ne va pas dans la ligne qui a été montrée, qui est tracée par la France. Donc c'est l'erreur que Mahamat Idriss Déby Itno et ceux qui l'entourent ont commis. Au-delà de ce mort inacceptable, il s'est fait harakiri lui-même politiquement parlant. Et il devient une loque humaine du point de vue de l'armée, n'est-ce pas, panafricaine que nous espérons construire pour aller à l'abordage afin de nous permettre de récupérer notre souveraineté. Il devient complètement inutile pour ce combat. Parce qu'il est obligé de rouler pour l'adversaire, pour l'ennemi. Il est obligé. Donc, deuxième objectif atteint pour la France. Le troisième objectif qu'il tente d'atteindre maintenant, c'est de déformer l'ampleur, minimiser et déformer, d'abord déformer les faits et minimiser l'ampleur des faits en ne donnant aucune valeur à nos morts. Vous vous imaginez si une marche comme ça avait lieu par exemple au Mali et que les militaires maliens avaient tiré sur les populations civiles? Oh là là! Mais le Conseil de sécurité aurait déjà été interpellé. Mais là, voyez l'attitude de Paris. Si vous relisez ce communiqué, il est fait de filiterie, de flibusterie, de tous ces adjectifs abjects, dangereux, même pour la bonne santé, n'est-ce pas, de conscience africaine. Et c'est ça leur ADN. C'est ça leur marque de fabrique. C'est toujours comme ça qu'ils sont comportés vis-à-vis de nous. À Charlie, nos chefs d'État doivent aller pleurer. Mais on tue des gens à l'Est de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des morts, c'est des morts pour rien. On tue des Tchadiens, ça ne veut absolument rien dire. On tue des Centrafricains, c'est par perte de profit. Leurs soldats peuvent même venir violer nos enfants. On dit, oh non, selon les accords qu'on a signés avec la République centrafricaine, s'il y a un procès, c'est en France. Alors on ramène les gars en France, c'est un non-lieu. Alors que les preuves sont là. Et ces preuves n'ont pas été fournies par les Centrafricains. Ce n'est pas leur propre ONG occidentale. Je crois que là, c'était... Les gens avaient des problèmes de conscience. Ils ont dit, là, quand même, on allait trop loin. Donc, voilà cette France-là. Donc, je pense que nous sommes face à une hypocrisie hors norme. Nous sommes face à une autre tentative d'infantilisation de nos élites, ceux qui sont au pouvoir pour le moment. Nous sommes face à une opération, énième opération, d'imposer des régimes de terreur sur notre continent, pour empêcher que là où c'est encore possible de sauver les meubles, on les sauva, pour ne pas permettre que, justement, l'effet boule de neige que c'est déclenché d'abord à Bangui, Bamako, continue, n'est-ce pas, de déteindre sur l'ensemble de ce qu'ils appellent le précaré, c'est-à-dire acter la fin de leur présence sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan économique sur notre sol. C'est ça. Parlons justement du Tchad. Avec la prise de pouvoir de Mahamat Déby, est-ce que la zone CEMAC est en danger? Mais la zone CEMAC est en danger parce qu'elle traîne là déjà un boulet qui est Mahamat Idriss Déby Itno. S'il y a des frémissements d'une quelconque volonté d'aller vers une construction authentiquement africaine de notre espace, oui, nous aurons désormais comme boulet le régime tchadien de Mahamat Idriss Déby Itno. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que ce soit au niveau de la CEMAC et même de la CAC, c'est souvent par consensus que certaines décisions majeures sont adoptées. Ils vont toujours se rétracter en estimant, en trouvant des raisons. Oh, peut-être vous allez trop vite, oh, peut-être vous faites fausse route. Ils vont forcément se rétracter. Pourtant, il y a une fusion qui est prévue pour le mois de novembre prochain entre la CEMAC et la CEAC. Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'avec justement la prise au pouvoir de Mahamat Déby et ce qui s'est passé jeudi dernier, est-ce que justement la zone CEMAC ne va pas se retrouver avec un boulet et être en danger? Mais c'est ça. Un boulet, forcément. Bon, pour dire mieux, ça va être une espèce de loup dans la bergerie pour essayer de saper complètement toutes les initiatives qui seront prises au sein de cette initiative. Oui. Et être l'agent de renseignement de Paris par rapport à toutes, n'est-ce pas, les démarches et initiatives qui seront prises dans le cadre de la consolidation
Mais c'est une véritable bombe. Si on réussit à construire une entité au niveau de la CAC et qu'elle ait du sens sur le plan politique, économique et culturel, c'est la fin de la France-Afrique. C'est la fin de cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA parce qu'il y a des conséquences. Une décision comme celle-là, pour qu'elle ait du sens, doit être accompagnée de conséquences. Et ces conséquences-là, c'est quoi? C'est qu'enfin, on fait une petite unité politique dans la sous-région. Et cette petite unité politique dans la sous-région met la France d'office hors jeu, réduit à néant son influence sur les principaux acteurs qui dirigent encore nos espaces. Et ça, j'ai bien peur que ça ne pourra pas se faire avec un pouvoir affaibli, un pouvoir qui se dessine de plus en plus comme un pouvoir sanguinaire, comme un pouvoir patriotique, comme c'est le cas du pouvoir tchadien. Nous espérons, honnêtement, que l'intérêt général va primer sur des petits calculs égoïstes primaires et privés. La situation est cette complexe. Moi, je continue à me faire à l'idée que je ne suis pas de ceux qui demandent qu'on renverse la table brutalement par rapport à nos frères qui ont été au pouvoir pendant très longtemps. Parce que le pouvoir tchadien, c'est quand même près de 40 ans, de père en fils. Mais je suis aussi pour qu'il y ait une évolution conséquente de ces régimes-là, pour qu'ils nous aident à tuer complètement le système france-africain et être autonomes. Mais si les gens estiment que le reste du peuple majoritaire va continuer de les subir parce qu'ils ont fait des alliances avec Paris pour rester au pouvoir, alors je peux leur dire, vos jours sont comptés à la tête de à la tête de nos États. Parce que ce que j'ai vu dans la rue de N'Djamena, j'étais loin de me l'imaginer il y a encore même une décennie. La détermination que je vois dans les maturations de courage politique au niveau des peuples tchadiens et des peuples africains en général, j'étais loin de me l'imaginer quand je suis rentré dans cette bagarre pour le panafricanisme. Je suis rentré encore perdu en disant j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Parce que comme le disait le grand Castro, le devoir d'un révolutionnaire, c'est de faire la révolution. Quoi que cela puisse en coûter. Parce qu'on sait de toute façon que, comme nous sommes dans le droit chemin, notre rôle, même si on ne voit pas des victoires aujourd'hui, c'est de continuer de tenir haut la flamme de la résistance africaine vis-à-vis de cette prédation internationale mondialisée. Donc, que va faire Mahamat là maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Chaque fois qu'il va apparaître en public, les gens vont le voir avec un visage, comment dire ça, des dents ressorties à la Dracula et sanglonnant. C'est comme ça. Il ne peut plus représenter autre chose que cela. Alors que beaucoup, même naïvement, avaient fondé des espoirs sur lui. Donc, la France, il vient d'être en réalité la principale victime de l'oppression impérialiste française. Sans qu'il le sache. En réalité, c'est une victime. La France vient de décapiter toute velléité, n'est-ce pas, du pouvoir tchadien d'aller dans le sens du panafricanisme. Et il a un véritable boulet, je viens de le dire, une véritable racaille dans la construction de cette alliance ce Max EAC. C'est ça. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Mais je pense sincèrement que nous disons à la France, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ou pas sûr. Parce que les données ont changé. Parce que la tendance lourde, elle est là. Nous sommes dans une période, Sylvie Slengos, qui s'apparente à la période d'avant les indépendances. Je le dis à tous ceux qui sont dans le chantier de la politique. Nous sommes dans une période qui s'apparente à la période d'avant les indépendances. Il y avait plusieurs groupes. Les groupes qui étaient pour un véritable, total et inconditionnel de nos États, ceux qui étaient pour la collaboration, ceux qui étaient de véritables pitbull au service de l'impérialisme. Et en Afrique, ça se voit qui est où. Lui, Mahamat Idriss Déby, s'est rangé dans la classe des pitbulls. Il y a certains faux opposants, je dis bien faux opposants, qui s'opposent au régime et non au système france-africain, qui sont dans la deuxième catégorie des hommes liges. C'est ça. Vous voyez, prenons le cas de Cameroun. Je n'en peux plus. Des partis qui se fondent sur le fait qu'ils sont adossés sur la tribune. Je commence par mes faux UPC là. Ou maintenant c'est le village. Tu prends un parti comme le MRC. Bon, je vais bien, mais c'est quoi? C'est une construction sur la base tribale.
Même le fédéralisme communautaire de Kabylie, c'est de réchauffer de ces constitutions politiques et idéologiques qui fondent maintenant le pouvoir sur l'ethnie. Non. Nous ne sommes même pas au niveau des États-nations. Il faut qu'on passe à l'étape des États-civilisations. L'Afrique est une grande civilisation. Il faut que cette base-là soit forgée enfin les États-Unis de notre continent. Et là, nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Nous avons les mêmes ingrédients. Nous avons les mêmes réalités. Nous avons les mêmes atouts pour pouvoir aller en avant dans cette constitution-là. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'autour de Mohamed Idriss Déby Itno, il n'y a pas eu cette intelligence qui ait pu lui parler pour qu'il puisse s'inscrire dans cette grande dynamique glorieuse qui fera de lui un Africain. Depuis jeudi dernier, des voix se lèvent justement pour contredire Mohamed Déby. D'autres déclarent haut et fort que Mohamed a été général avant l'âge de 35 ans, président de la République également, qu'il est immature et qu'il n'a aucune culture politique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ces manquements n'ont aucun lien étroit avec son âge. On peut être très jeune et faire ses classes correctement. On dit aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ce n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas un problème. Parce que j'attends de manière récurrente. On dit aussi jeune, je vous dis quoi? Nos populations, ils sont à plus de 70% moins de 30 ans. Hein? Donc quand vous êtes dans des espaces pareils, vous prenez vos responsabilités à temps. Moi, la plupart de nos parents, avant 30 ans, le gars avait construit sa maison, il avait épousé une femme, il avait fait ses enfants. Qu'est-ce qu'on appelle? La responsabilité, c'est quoi? Elle part de là. Donc, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de camp qu'on a choisi. C'est une question de vision. C'est une question de volonté et d'ambition pour son peuple. Il ne faut pas que les gens qui ont des complexes puissent se donner des ailes en disant qu'ils peuvent diriger des États, des peuples qui sont dans une bonification à la fois intellectuelle, culturelle, assez importante. Non, ce n'est pas leur place. Si vous n'avez pas votre place, comme disait quelqu'un, on n'apprend pas au sommet. Ce n'est pas parce que vous êtes poussé, oui, vous allez défendre les intérêts de la famille, du clan. Donc, non, vous devez avoir le courage de dire que... Mohamed Déby est-il mal entouré pour n'avoir pas pris la bonne décision de laisser les marcheurs marcher? Je pense qu'il est mal entouré parce que le fond de tout ce cinéma-là, les dialogues, c'est de conserver le pouvoir. C'est de permettre au clan, n'est-ce pas, de s'enraciner et de conserver le pouvoir. Ce n'est plus possible. Mais surtout, de ne pas bousculer la France dans ce qu'il peut considérer comme acquis. Et les deux vont de pair. Malheureusement, il n'a pas pu créer une antinomie du fait qu'on ne peut pas en même temps permettre à la France de continuer à maintenir, n'est-ce pas, ses avantages sur notre sol, surtout à tous les niveaux, et de l'autre côté, vouloir conserver un pouvoir quelconque, être légitime. Il y a un manque de légitimité, n'est-ce pas, dans la volonté politique de ce clan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas montré à son peuple qu'il était capable de se battre pour justement défendre les intérêts de son propre peuple. C'est quoi ces intérêts de son propre peuple? C'est de s'affranchir de la domination occidentale impérialiste, surtout française, qui n'a que trop duré. C'est de nous débarrasser des bases militaires françaises, dont cette fameuse base qui se trouve au niveau de N'Djamena. C'est de pouvoir avoir la hauteur nécessaire pour pouvoir enfin dialoguer comme à l'africaine avec le reste de ses frères qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est une hauteur d'esprit, hein? C'est un courage politique certain. Pouvoir être à ce niveau-là. C'est ce que les Africains demandent aujourd'hui. Il n'a pas eu. Malheureusement, il n'a pas eu parce qu'il pense que le parapluie et les godasses de la France, oui, de la France sont tellement robustes qu'il n'a pas besoin justement de l'assentiment de son propre peuple pour aller de l'avant, soi-disant, si c'est passé le début, vouloir se maintenir au pouvoir. Il s'est mis complètement, le peuple complètement à dos. Le peuple ne pourra le respecter que par la violence. Or, nous sommes à une ère où tu ne peux plus rester au pouvoir avec une violence comme ça. Tu ne peux plus. Avec le communiqué pondu par la France, à quoi joue-t-elle? À quel jeu joue-t-elle aujourd'hui? Mais Steve, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus que vous négligez votre travail. Vous avez abattu un travail terrible. Quand je dis vous, c'est-à-dire que vous, le groupe panafricain que vous avez constitué, ne crachez pas sur votre travail. Et ne perdez pas le sens de la logique.
Il y a des principes là. Vous avez abattu un travail terrible. L'Occident et la France sont en difficulté en Afrique. Les renseignements français sont clairs. Le combat médiatique des panafricains qui a commencé avec l'expérience que nous avons dans une chaîne Afrique Média et d'autres chaînes, a mis à mal, n'est-ce pas, le narratif français pour justifier sa présence chez nous. Ou même l'opinion française commence à prendre conscience du danger que représentent, n'est-ce pas, les décisions de leurs exécutifs successifs sur la vie des Africains. À partir de ce moment-là, où on voit la France être boutée hors du Mali, on voit la France être contestée dans l'ensemble de son précaré, pouvoir garder une place forte, comme c'est le cas de Tchad et de N'Djamena, est quelque chose de fondamental pour le Tchad, même sur le plan de la symbolique. Je vous rappelle que, encore jusqu'à Mitterrand même, quand il y avait le fameux défilé de 14 juillet, il y avait toujours une jeep militaire qui venait à côté de l'Arc de Triomphe et c'était écrit le régiment du Tchad. Parce que même les brigands au pouvoir en France savent pertinemment le rôle que l'Afrique et les jeunes Tchadiens ont joué pour leur propre libération. Ils le savent. Ils ne sont pas des idiots. Alors, perdre le Tchad pour eux, c'est perdre une place forte. Sur le plan symbolique, mais sur le plan réel aussi. Est-ce que la France peut se permettre de le faire? Non. C'est pour cela que j'avais dit, vous vous souvenez, un 31 juillet, j'ai vu Madame parler, je crois qu'elle était ministre des Armées, avec son premier ministre, je crois, Jean Castex, oui, et je ne sais pas qui des Affaires étrangères, s'est tapé, en aller simple, hein, 7000 km pour aller voir le président Idriss Déby à Mdjaras, dans son village. C'était un 31 décembre. Un 31 décembre. Merci. Ça, à la veille d'une nouvelle année, pour aller faire des négociations là-bas, pour arrêter, permettre que le Tchad, que le président Déby autorise que le Tchad soit la base arrière de la déstabilisation de la Centrafrique. Je pense que c'était une fin de non-recevoir qu'ils ont reçue de leur visite à N'Djaras. Donc, aller-retour, vous avez 14 000 km. Ouais. Et c'est ce jour-là, à mon sens, du point de vue de mon analyse, que le président Déby a acté sa fin comme être vivant sur terre. Il a signé son arrêt de mort ce jour-là. Et son fils prend le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans des conditions rocambolesques. Même dans les formes, même les formes n'ont pas été mises. Et qu'est-ce qu'on voit? Macron, le président de la République française, parti de Paris pour venir célébrer leur perfidie avec l'installation de Mahamat Idriss Déby du pouvoir. Et ce fameux président de l'Assemblée nationale qui disait que, lui, il prend sa retraite, il se retire. Quelque temps après, il a été nommé par Mahamat Idriss Déby et il a accepté. Alors, on est où là? C'est quoi? Et ils pensent que les Africains ne voient pas tout cela. Ils pensent que les jeunes Tchadiens ne voient pas tout cela. Ils ne se rendent pas compte que l'envie, la famine, c'est-à-dire que l'envie, les Tchadiens ont faim. Pas faim que seulement sur le plan physiologique, mais ils ont faim de notre ailleurs. Ils ont faim de notre environnement. Ils ont faim, cette volonté-là de casser ce mur-là pour qu'il n'ait plus faim de la liberté, pour qu'il n'ait plus faim de la démocratie, pour qu'il n'ait plus faim d'une liberté retrouvée et d'une souveraineté acquise. C'est ça qui les pousse à accepter d'aller affronter les balles, n'est-ce pas, de la barbarie française. En réalité, l'arme qui a tiré, c'était le Tchad, mais ce qui tient le bras qui a tiré, c'est la France en réalité. Pour des raisons que j'ai évoquées. Il fallait tenir l'exécutif actuel au Tchad prisonnier dans le carcan, fermement, n'est-ce pas, de manière forte de la France, pour ne pas permettre que justement cet effet boule de neige qui s'est déclenché au niveau de Bamako puisse continuer son bonhomme de chemin dans toute la bande sahélo-sahélienne et créer enfin un véritable tsunami qui va dégager complètement la France, mais surtout la perfidie occidentale, c'est ce deep state qui essaie d'imposer sa loi sur l'ensemble de notre monde. On essaie, par ce tsunami, de dégager notre continent. Ça va être l'une des plus grandes victoires de tous les hommes libres à travers le monde qui se battent pour un monde multipolaire. On veut nous confiner dans une espèce d'esclavage qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que le Tchad gagne de l'exploitation du pétrole qui a été découvert à Doha?
Le scandale du fait qu'une société américaine avait des parts et sachant effectivement que dans bientôt, le prix du pétrole allait chuter de manière drastique, ils ont vendu leurs parts à prix d'or. C'est ce que j'appelle les obligations pourries à l'État tchadien. Avec la complicité des gens qui étaient autour de Déby. Le Tchad ne gagne rien. C'est le pétrole qui sort de son sous-sol. Et les gens viennent nous expliquer que oui, le problème c'est que vous n'avez pas d'expertise pour faire l'exploration, l'exploitation, machin. On vous raconte des bêtises pareilles. Tout a refondé. Et on ne peut refonder l'ensemble de ces choses qui vont nous permettre, nous aussi, de sortir la tête de l'eau, que si nous sommes souverains. Si nous avons enfin la plénitude, n'est-ce pas, de la capacité d'orienter nous-mêmes de manière endogène nos propres décisions, nos propres visions, et tout ce que nous avons de plus profond de nous pour pouvoir construire ici chez nous une espèce de réponse, j'allais dire humaniste, à cette situation d'esclavage forcé dans lequel nous sommes plongés. Et là, Mahamat Idriss Déby Itno et ceux qui l'entourent n'ont pas eu cette lecture. Ils n'ont pas eu cette capacité, cette vision, cette prospection, cette analyse profonde, mais surtout ce courage de se dire que ce pain-là, on n'en mange pas. Ils ont cru que le monde n'est pas en train de bouger. C'est ça qui fait le drame de ces Africains sur lesquels, même à tort, certains d'entre nous ont cru, mais qui en réalité ne se mettent pas à la hauteur des enjeux. Et c'est pour cela que nous vivons encore ce cauchemar, je l'espère, pas pour très très longtemps, mais nous le vivons quand même. Alors, pour moi, c'est un signal fort pour tous ceux qui aspirent à arriver au pouvoir. Ceux qui arrivent au Tchad, regardez, lisez bien. Même ceux qui sont dans les oppositions qui ne sont pas militaires. Attention, parce que beaucoup d'entre vous, vous combattez le régime, mais vous ne combattez pas le système. J'ai vu des gens pondre des communiqués pour condamner ce qui s'est passé en N'Djamena, mais eux-mêmes, ces formations dites politiques, ne contestent ni le franc CFA, ni les 11 accords de coopération, ni, n'est-ce pas, cette culture, n'est-ce pas, de caniveau qu'on impose à nos enfants à travers tous les médias mainstream, surtout les médias français. Je pense à Canal+ Horizon. Allez voir ce qui se passe. Merci. Allez voir les programmes qu'on donne à nos enfants. La refondation de l'école pour permettre aux Africains de pouvoir domestiquer les sciences. Regardez les merveilles que produit l'Iran. Pourtant, ils ont le Coran, hein, mais ils ont bien compris que s'ils veulent compter, il faut qu'ils domestiquent la science. Et c'est aujourd'hui, les résultats sont là, ils sont palpables, malgré tout ce qu'on nous raconte comme sanction. Au contraire, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle a ressorti, n'est-ce pas, le génie qui soude en lui, ce peuple iranien. Et les résultats sont là aujourd'hui. C'est ce que doit faire l'Afrique. Et nous avons les capacités humaines de pouvoir arriver, même dépasser ces niveaux qui font aujourd'hui l'excellence sur le plan mondial. Merci à vous, patient parfait, nous avons été les nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je dis merci au vaillant peuple de Toumaï. Je leur dis beaucoup de courage. Je dis à mon frère Mahamat Idriss Déby Itno, président, il est encore grand temps de pouvoir vous rattraper en faisant votre mea culpa, en faisant cet exercice, l'exercice personnel, n'est-ce pas, pour vous débarrasser de tous ces démons de l'assujettissement franco-impérialiste qui en réalité sont un véritable poison pour la dignité de l'homme noir. Mesdames, Messieurs, Houphouët-Boigny déclara haut et fort: laissez marcher les opposants, cela donnera de l'argent aux cordonniers. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.